Hello, everyone. Bonjour, We're starting our next panel. nous My name allons is Yinka Ibukun, continuer avec le and panel I'm West suivant. Africa Ikan Bureau Bokun, Chief for Bloomberg je News. suis le chef du bureau So de l'Afrique de our l'Ouest panel pour is Bloomberg News. CBDC and crypto, Nous avons les monnaies a numériques brave des new banques world for centrales, African finance. un meilleur monde pour From Nigeria to la Ghana finance to africaine. Kenya, Du Nigeria au Ghana, central banks les have banques shown a lot of centrales activity and ont creativity assez d'activités, ils in ont démontré the- assez de the créativité en ce qui digital concerne currency les space. monnaies numériques. At the same Au même time, moment, some countries, certains pays, including y some of these compris certains CBDC de innovators, ces innovateurs have shown de some reluctance MNBC ont towards démontré une crypto. certaine réticence à l'endroit des crypto-monnaies. We're here Nous today to sommes look ici at the aujourd'hui afin de tensions, pouvoir examiner but mostly s'il y to a look at the opportunities des that opportunités the et s'il y a des conflits expansion également of the traditional quant à financial l'expansion system des systèmes presents. financiers et quelles sont les To do perspectives que that, cela nous we présente. have a Pour ce diverse faire, set of nous experts avons with us today. plusieurs experts qui sont But avec we- nous ici aujourd'hui. But Et before we get avant started, we de will also pouvoir have commencer, avant de commencer ces an discussions, expert nous aurons presentation. une communication d'un Our expert pour panelists planter le today décor. include Les Togo's panélistes, Minister of nous Digital avons Economy le ministre and togolais, la Transformation, ministre togolaise de Sina Lawson. l'innovation numérique, transformation Madame la numérique, ministre. Madame la ministre. For the other panelists, Les please autres hold on. panélistes, You'll actually attendez. join the stage later Nous on. vous appellerons Our à other monter panelist sur l'estrade is plus tard. Esther Chibesa, Esther who's the MD Chibesa, and co-head DG of Treasury and de Trade Treasury Solutions and for Trade Solutions. EMEA Emerging Markets at Citi. pour Then Emerging we Market have Statistics. Vikash Thakur, Nous avons Vikash CEO of Chako Financial Services qui est Commission DG of Mauritius. de Financial Services We have Commission Mamadou de l'île Touré, Maurice, Mamadou Touré, founder and qui est CEO of fondateur Ubuntu et DG Group, de Ubuntu Group, and Antti et Arponen, Antti founder Arponen, and CEO of fondatrice People, et a payment service DG provider de People, with operation in the Middle East, qui a des Africa, activités and Central au Asia. Moyen-Orient, en Afrique, But en before Asie we start our centrale. Avant conversation, de I'd like commencer to cette invite discussion, Wale j'aimerais Abioye, a inviter partner, Wale Abioye, Strategy and qui Customer est partenaire Solutions at stratégie KPMG. et solutions clientèle Wale, you have the à stage. KPMG. Wale, à vous. All right, thank you very much, Yinka. So I Merci. have maybe the easiest job Merci here beaucoup. this morning, before the panel starts. C'est pas Like un you travail guys très aisé qu'on me donne introduced, pour commencer avant les experts. From yesterday, the very first session we Depuis had, hier, à la première we've been session, hearing a lot about on a crypto and entendu beaucoup de CBDCs. choses pour ce qui est des And cryptos that's et des because MNBC. internationally Et as well, we're seeing a lot of évidemment, interest on a from vu central beaucoup banks. d'intérêt de la part des If we banques write centrales stats now, is that et about 90% présentement, of central environ banks around the world 90% des banques centrales dans le monde either piloting sont soit en trying train projects around de the faire le CBDC. pilotage Probably heard about the ou CBN in font des Nigeria estimations pour has ce qui est de launched MNBC. Et e-Naira, vous avez entendu or parler du MNBC au in Nigeria qui a Bahamas, lancé where we le have e-Naira. Et have aux central Bahamas banks où on around a the world un dollar électronique. showing up, Donc, around vous voyez, on topic of a CBDC. ces diapos qui nous And montrent what's clear les is that, MNBC we've seen this les plus as a porteurs. natural Et evolution. nous So voyons we've cela gone comme une from, évolution assez gold naturelle. to, On est passé de paper l'or money and ou now à l'argent digital papier et currency. maintenant aux monnaies But numériques. then, maybe Maintenant, paradoxically, euh, we've de- seen, or De we're manière très seeing less paradoxale, on a enthusiasm on the vu continent moins around d'enthousiasme cryptocurrencies. sur le When continent en you look matière at, de crypto-monnaies. central banks, Et quand on voit les banques not centrales many, showing, a favorable qui ne disposition montrent towards, pas une disposition favorable pour ce qui est de Now, la crypto-monnaie. cryptocurrencies is clearly different from Les CBDCs crypto-monnaies and sont central différentes bank des digital MNBC, currencies. c'est-à-dire More les of monnaies digital numériques de banque currencies that are centrale. backed by C'est the plus fiat currency, des monnaies numériques whereas cryptocurrencies comparativement à based ce que nous connaissons on maintenant, distributed qui est ledgers basé sur and un are système not de backed by distribution, central ce qui n'est pas soutenu par les banques centrales pour ce qui est des monnaies électroniques. Donc voilà la différence fondamentale. Maintenant, ce que nous voyons avec les banques centrales peut varier par rapport à ce que nous voyons avec les investisseurs au détail ou les clients
ou utilisateurs au détail. Quand on voit le diagramme, le tableau à gauche de l'écran, on voit 6 des 20 pays en matière de l'adoption de crypto viennent de l'Afrique, et il y a le Nigeria, le Kenya, le Togo, la Sud-Afrique, le Ghana et la Tanzanie. Donc vous voyez, j'essaie de tirer votre attention sur la dépréciation des monnaies. La plupart de nos marchés n'ont pas une bonne performance, et l'année prochaine on espère avoir beaucoup d'élections sur le continent africain. Et pour plusieurs jeunes, la crypto-monnaie représente un moyen de réduire certains risques au vu de la dette du marché des capitaux. La crypto-monnaie également est un moyen d'envoi d'argent pour les jeunes. Également, la question de paiement traditionnel est devenue un peu chère. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi rapide que cela est censé l'être pour plusieurs de nos clients. Maintenant, malgré tout ceci, on a vu également le risque réel et les défis dont on a parlé. On a parlé des FTX qui ont connu des chutes. Les panélistes vont en parler. On a vu également la volatilité du Bitcoin durant la dernière année. Maintenant, pour les MNBC, il y a également des risques. Cela va de soi. Pour ce qui est du système bancaire, l'argent est un risque potentiel par rapport à la stabilité. Et quand l'argent passe par des intermédiaires comme les banques centrales, si vous avez des crises financières, vous retrouvez avec les clients qui ont confiance aux banques centrales par rapport aux banques traditionnelles. Donc, c'est un risque réel. Maintenant, pour ce qui est de l'infrastructure dont on a besoin, même si plusieurs des banques centrales, au début, essaient de faire des investissements significatifs pour mettre en œuvre cela, il y a également les considérations en matière de cybersécurité qui sont un défi par rapport aux AML, et on voit le cas pour plusieurs pays, c'est-à-dire les LBC. Donc, il y a des défis également par rapport à la privatisation des données, etc. Donc, c'est des risques qui sont pris en compte quand on essaie d'implémenter les MNBC ou les crypto-monnaies. Maintenant, les opportunités réelles par rapport à l'inclusion financière sur plusieurs de nos marchés du continent sont en deçà de 50%, et plusieurs marchés ont des performances différentes par rapport aux autres. Ce que ça permet de faire, comme nous avons vu avec les mobile money et les paiements numériques, on a vu que cela permet d'aller plus vite et d'avoir des inclusions des clients au travers du continent. C'est pour cela que les MNBC peuvent permettre des paiements en ligne. On essaie de voir une pénétration faible pour ce qui est des banques sur tout le continent. Cela donne évidemment des opportunités pour faire des paiements sans avoir besoin d'Internet. J'ai parlé des paiements transfrontaliers, et l'un des cas d'utilisation, c'est quand on voit les transferts d'argent. Les tableaux qu'on a vus sur la dernière diapo, quand on voit les pays sur cette liste, c'est des pays qui ont les plus grands volumes de transferts d'argent. On a vu le rapport entre l'adoption de la crypto-monnaie et le transfert d'argent. Maintenant, les MNBC peuvent permettre aux banques centrales d'avoir un mécanisme plus fort pour ce qui est de la création des politiques sur ce type de marché. Maintenant, pour terminer, avant qu'on ait les discussions du panel, quelles sont les grandes considérations pour ce qui est de l'adoption des cryptos, ou peut-être pour ce qui est de la mise en œuvre des MNBC sur le marché? Premièrement, c'est de s'assurer que nous avons des cadres de règlement constants et robustes. La plupart des difficultés des opérateurs sur le marché, c'est les banques commerciales, et il y a un manque de clarté pour ce qui est des différents acteurs. Premièrement, les banques comme les MNBC, et également des institutions qui sont sceptiques comme la Banque mondiale pour ce qui est des crypto-monnaies. C'est clair que lorsque nous allons faire ceci, ce sera important de prendre en compte les normes des industries et des gestions des risques
que ce soit au niveau national, mais également au niveau régional. Maintenant, pour ce qui est de la privatisation des données et des difficultés de cybersécurité, on doit essayer de penser au prochain niveau de la cybersécurité. Vous savez qu'il y a eu des échanges pour la plupart de nos marchés où les individus sont au niveau de revenus moyens et dernièrement, le dernier point, on doit parler de l'expérience du client. Et on va voir les MNBC et les cryptos comme des opportunités pour créer des expériences unifiées ou intégrées pour les clients. Il faut s'assurer que c'est des systèmes harmonieux qu'on peut utiliser. Donc voici ma présentation. Donc Inka, je vous passe la parole pour la présentation du panel. Merci Wally pour cette présentation qui donne le ton pour le reste de nos échanges. J'aimerais commencer en échangeant sur les trusts. On a parlé des pays qui ont les plus grands niveaux d'échange comme FTX. Et on essaie de voir le rôle des trusts pour ce qui est de l'adoption des cryptos et des MNBC, sans oublier des autres actifs numériques. Merci. Je pense que ce qui est important ici quand on parle du marché crypto, on doit essayer de faire la différence entre la crypto et la blockchain. La crypto utilise la blockchain pour qui est le trust dans les transactions ou la confiance. Donc pour moi, permettez-moi de résumer en disant que toutes les transactions est enregistrées de manière simultanée sur des milliers d'ordinateurs pour que vous ne puissiez pas modifier ces informations. Ça rend l'information immuable et traçable. C'est ça l'objectif de la blockchain qui a été créée après 2008 parce qu'il y avait un manque de confiance sur le marché. Donc, comment faire pour enlever les intermédiaires qui peuvent fabriquer des chiffres? Et maintenant, il y a eu la technologie, il y a eu une équation qu'il fallait résoudre en utilisant la cryptographie. Alors, la blockchain, comme étant une technologie, est la technologie la plus confiante que l'humanité connaît aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est du marché, c'est la question de FTX. Maintenant, la confiance ne vient pas de la technologie. Ça vient des décisions humaines pour ce qui est de la mauvaise utilisation des fonds des parties tierces. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est efficace? La blockchain est transparente. Je suis assis, par exemple, dans ma chambre. Je peux aller sur la blockchain et voir les transactions de FTX. Je ne peux pas faire ça avec JP Morgan. Je ne peux pas faire ça avec Goldman Sachs. C'est la puissance du blockchain. Maintenant, la raison pour laquelle ça s'est effondré, c'est que le marché est encore très petit. Quand on prend le marché des cryptos, on parle d'1 trillion de dollars, 1 à 2. Ça dépend du chiffre. Mais présentement, on est à environ 1 milliard, 1 trillion d'industrie. Donc, le monde a un financement de 750 trillions pour le marché réel. Maintenant, il y a le marché des bonds qui sont à 750 trillions. Donc, ce marché est un marché très petit. Maintenant, c'est comme si vous jetez une petite pierre sur de l'eau. Il y a beaucoup de vagues. Maintenant, l'atout capital dans l'industrie de la crypto, c'est Ethereum et Bitcoin. Les deux représentent 60% de l'industrie crypto. Donc, en réalité, c'est le plus grand élément et la plupart des acteurs utilisent cela. Les deux, ils ne sont pas
arrimés à quelque monnaie que ce soit, mais ils sont plus soutenus par le réseau. Maintenant, on connaît tous les défis de cela. Maintenant, il n'y a pas quoi que ce soit qui soit difficile à vendre. On a des idées de tout faire pour que l'Afrique puisse aussi avoir son mot à dire. Qu'est-ce qu'on a à faire? 80% du platinium du monde est en Afrique, 70% du diamant du monde est en Afrique. Donc, vous voyez les ressources que nous avons, c'est ce que Ubuntu essaie de faire. Maintenant qu'on voit le tableau ici, on voit la chute du FTX, vous verrez Bitcoin et Ethereum qui ont perdu environ 66% de leur valeur en début de l'année. Maintenant, la Nasdaq a également chuté, mais comme c'est plus puissant, ça a seulement perdu 28%. Maintenant, Elon Musk est en train de vendre contre 4 milliards des actions de Tesla. Et maintenant, ce qui se passe, ce qui fait chuter FTX, c'est les 80% perdus. Donc, on essaie de voir ce graphique. On n'est pas seulement dépendant du coefficient de corrélation sur le marché. C'est pour ça que l'Afrique doit jouer avec ses valeurs. Maintenant, c'est une question d'industrie de blockchain et surtout quand on soutient cela par des actifs. Donc, on doit mettre de l'accent sur nos richesses. Ok, maintenant on va parler de l'application de blockchain, mais ce sera plus tard. Mais d'abord, on va prendre le pouls de la salle pour voir. Vous avez expliqué, Mamadou, pourquoi le système de confiance n'est pas altéré par les nouveaux développements. Vous ne voyez pas de dommages récents. Vous avez m'expliqué pourquoi. La technicité est importante. Maintenant, la raison pour laquelle les gens n'entrent pas en crypto, je veux savoir s'il y a une sorte de dommage. Et pour répondre à cette question, j'aimerais faire une certaine enquête, un sondage dans la salle, et vous allez lever la main si vous pensez que si vous avez encore confiance comme il y a une semaine de cela, pour ce qui est de l'utilisation des cryptos ou d'acheter les cryptos. Levez la main si vous avez confiance au fait de vouloir acheter des cryptos. Si vous voulez acheter des cryptos, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Si vous avez de confiance en les cryptos. Donc, on a environ le tiers de la salle. Donc, je crois que même si l'aspect technique a la confiance, s'il vous plaît, si vous prenez la question après les problèmes qu'il y a eu, si on demande aux gens de faire des achats, des gens vont refuser. Vous savez, ça a toujours été l'histoire du monde. S'il vous plaît, vous pouvez leur demander qui va acheter de l'or aujourd'hui. Levez la main, s'il vous plaît. Qui veut acheter de l'or aujourd'hui? Qui veut acheter de l'or transformé? Qui veut acheter aussi de l'or sous forme de token, s'il vous plaît? Elle veut que j'explique la notion de token. On va revenir là-dessus plus tard. C'est juste pour avoir une idée. Donc, on voit qu'il y a l'intérêt des cryptos, mais il y a une certaine réticence également. Mais en prenant en compte que cela fait partie de la conversation mondiale, on va voir comment est-ce que cela peut entrer dans le système traditionnel financier. Et la prochaine question que j'ai pour commencer, quels sont les choix qui encourageraient les institutions financières à participer dans les actifs et pas seulement dans les cryptos? Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci Inka, merci Mamadou pour ce décor que vous avez magnifiquement planté. Maintenant, on a commencé avec l'idée que les actifs numériques, prend en compte plusieurs actifs. Aujourd'hui, on n'a pas que le Bitcoin ou les crypto-monnaies, mais vous aurez, vous savez, des choses comme les MNBC, et il y a également
des crypto-monnaies, des actifs qui sont tokenisés. Il y a un large groupe. Mais je pense que les services financiers et les institutions ont un rôle à jouer pour ce qui est de bâtir la confiance ou de préserver la confiance des clients. Maintenant, il y a des territoires où ils sont régulés par nécessité pour s'assurer que la confiance soit mutuelle pour ce qui est des institutions financières, que ce soit des banques ou pas. Maintenant, en pensant au fait de modéliser l'écosystème, premièrement, on doit penser au rôle de l'argent des banques centrales contre l'argent des banques commerciales. Ce que je veux dire, c'est que on doit essayer de protéger les investissements privés et la création de crédits. Maintenant, on ne doit pas oublier que cette technologie doit avoir de la valeur, que ce soit sous forme de paiement ou un autre type de valeur, c'est-à-dire quitter d'un élément fongible à un autre. Ça doit protéger des activités et de la création de crédit. Donc, les MNBC ne doivent pas être remplis d'investissements ou d'innovation en matière de paiement. On a besoin d'espace pour tout le monde, les fintech aussi et les institutions non bancaires qui donnent également des services. Également, ça doit créer de l'emploi, de la mobilité sociale, etc. Donc la deuxième chose également, c'est de penser en infrastructure publique contre les sociétés privées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu la question d'interopérabilité qui doit être prise en compte. L'argent doit quitter par exemple d'une plateforme publique vers une plateforme privée. Donc, les MNBC doivent permettre le transfert des valeurs sans problème dans cet écosystème, que ce soit sur le plan national, mais sur le plan international également. Mais également, il faut des obligations pour ce qui est des institutions de réglementation. La troisième chose que je peux dire, c'est que nous avons vraiment besoin de penser à l'utilisation élargie de l'argent, de la monnaie électronique et les risques potentiels. On ne doit pas ignorer cela. Vous nous avez dit qu'en fin de compte, il y aura des imprévus et il y aura des difficultés. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas compromettre la stabilité et la sécurité financière et il faut limiter les nouveaux défis pour les consommateurs. Vous ne pouvez pas introduire des choses qui rendent les choses encore plus difficiles à utiliser pour les consommateurs. Merci beaucoup, Esther. Vous êtes entré dans le général comme les actifs numériques. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sina pour ce qui est des opportunités pour vous en tant que représentant du secteur public. C'est quelles sont les opportunités que vous voyez de la perspective du gouvernement pour ce qui est de l'élargissement de l'utilisation des actifs numériques? Donc, je salue d'abord tout le monde. La première chose que je veux dire, c'est que toutes ces conversations n'ont pas à voir avec la technologie, ça a à voir avec l'état de comprendre comment résoudre ou résorber des gaps ou des failles. On a parlé des finances inclusives, on a parlé du coût des transactions transfrontalières ou quand on parle de l'augmentation de la liquidité dans l'économie. Vous savez, il est clair que 10 ans environ, 10 jours environ, quand FTX a chuté, je crois que les gens se demandaient si c'était la fin de la crypto et des plateformes d'échange cryptographiques. Donc, je pense quand même que pour nos continents, c'est une opportunité unique en tant que ministère de l'économie numérique et de la transformation. Donc, je crois que l'Afrique peut montrer la voie à suivre. C'est pour cela que cette conversation est d'une importance capitale. Ça montre que augmenter la liquidité dans l'économie et en tant que membre de la zone CFA, parfois quand on quitte la capitale pour aller dans les zones rurales, les personnes n'ont pas de monnaie, par exemple. Si vous voulez acheter un truc à un prix dérisoire et vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas effectuer l'achat, il n'y a pas de transaction. Alors, parler de crypto ici
ça doit être un moyen d'améliorer la situation et de résoudre les problèmes. Hier, ADMI a dit que ce qu'il recommande, et je crois qu'il a parfaitement raison, c'est d'avoir une gouvernance des différents acteurs pour pouvoir mettre en place quelques règles pour commencer à réfléchir à la manière de la mise en œuvre en Afrique de l'Ouest. Je crois que la plupart de la conversation que nous avons ici, je peux donner l'exemple du Togo. Le Togo est un pays où il y a plusieurs transactions de crypto-monnaies. Cependant, ces transactions sont faites en dehors de notre cadre juridique. Je crois qu'il est très important de reconnaître clairement l'importance de la crypto et des MNBC, mais il faut d'abord mettre le bon cadre réglementaire en place pour que cela soit possible. Alors, quelles sont les applications possibles pour les cryptos dans le contexte togolais? Premièrement, c'est le paiement du gouvernement aux citoyens. Et durant la pandémie, vous avez probablement entendu cela, on a créé un programme de transfert d'argent qui s'appelle Novici. Nous avons pu payer 25% des adultes togolais. Alors, vous avez une plateforme de paiement aussi large et le type de paiement que vous avez, c'est seulement des applications que vous mettez sur d'autres. Et les choses qui peuvent se produire en matière de protection sociale, c'est d'utiliser des monnaies numériques pour soutenir les personnes les plus pauvres. Et je crois que cela apportera une nouvelle couche d'innovation et de leadership. C'est ce que le continent veut faire. On veut montrer le leadership en matière de transformation numérique et leadership mondial. C'est ce que nous voulons montrer. Excellent. Merci, Mamadou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je crois qu'elle a parfaitement raison. On a une stratégie globale pour l'Afrique. Il y a des pays et je veux même m'installer un peu au Togo. Je ne sais pas si je devrais vous défier sur cette conversation parce que si vous avez mis en place un programme de transfert d'argent, vous êtes l'un des plus près sur le continent présentement. Non, je suis pas persuadé parce que pour mettre cela en œuvre, on a eu le soutien de la Banque centrale. Il y a une partie tierce dans cette conversation qui est la Banque centrale de la BCAO, de l'UEMOA, pardon, qui est la banque de 8 pays. Donc, comment amener cette réglementation au niveau de la Banque centrale pour que ce soit mis en place dans ces 8 pays? C'est magnifique, merci. Maintenant, parlons des banques centrales. Qu'en est-il des MNBC? Vous avez parlé des cryptos. Est-ce que vous pensez que cela va approfondir l'inclusion financière au Togo et dans les autres pays de la région? Bon, pour moi, je pense que le Nigeria ayant le e-Naira, qui est la banque centrale du Nigeria, et il y a le Ghana également qui envisage les MNBC. Pour ce qui est de la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest, je ne suis pas sûr de la manière dont on peut mettre cela en œuvre pour 8 pays, mais dans le meilleur des mondes, on doit avoir une boîte en quelque sorte pour essayer de faire des essais, une sorte de projet pilote. Et je dois dire que grâce à la ZLECAf, c'est un sujet très important pour nous. Si on peut trouver des moyens de pouvoir améliorer les transactions transfrontalières et de s'assurer que le continent puisse avancer. D'abord, on est en train de dire qu'on est un continent de 1,2 milliard de personnes, mais ce marché ne peut pas vraiment, du moins cette population ne peut pas avoir accès au marché à cause des différenciations entre les monnaies. Donc, je pense qu'il faut d'abord penser au MNBC et aux autres variables pour voir comment est-ce qu'on peut avoir un système unique de paiement pour le continent entier ou permettre des paiements interopérables. Peut-être vous voulez mentionner le Ghana avec ce qu'ils ont fait avec de l'or. Alors, Mamadou, on va parler de la tokenisation et je vais passer la parole à Anti pour ce qui est des MNBC. Donc, quel est votre avis sur la question?
Je vais essayer de simplifier ce sujet qui a l'air assez complexe, mais je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les banques centrales et les banques commerciales, ils émettent de l'argent, ou elles émettent de l'argent, pardon. C'est leur droit. Et personne ne doit avoir cette prérogative. Maintenant, il y a le marché des capitaux qui vendent et achètent des monnaies, c'est leur droit. Et maintenant, il y a ces pourvoyeurs de services de paiement comme nous-mêmes, et nous, on a juste besoin de bouger l'argent. Maintenant, il y a le régulateur qui a son rôle de superviser et voir si un client a un problème. Il doit avoir un endroit où se référer. Et ces variables n'ont pas changé et j'espère que cela ne changera pas. Maintenant, parmi ces acteurs, il y a un qui est un tantinet muet, c'est les pourvoyeurs des services de paiement. Nous sommes humbles, nous sommes pas très insignifiants parce que notre travail, c'est de bouger de l'argent. Mais on veut que ce soit fait de manière plus efficace. Et aujourd'hui, que ce soit les monnaies, les MNBC, il faut des réglementations. On a besoin de réglementations parce que c'est en notre intérêt aussi si les clients sont protégés, que les affaires sont protégées. Alors, rien n'a changé, je le répète. Alors, la question de savoir pourquoi parlons-nous même des MNBC d'ailleurs. Monsieur Vikash, vous avez un point intéressant hier. Quel problème essayez-vous de se résoudre? Mais non, les MNBC, ils peuvent bouger de l'argent un peu plus rapidement, un peu moins cher, de manière un peu plus fiable et peut-être que c'est un peu plus traçable si c'est fait de manière appropriée. Je crois que Antti a posé la question à Vikash. Si vous pouvez nous en parler, ce serait bien. Je crois que ça dépend du cas d'utilisation. Retournons un peu à l'histoire. L'agenda FinTech Bali, c'est là où les banques centrales ont commencé à venir avec leur propre MNBC et voir ce qui peut être fait. Et maintenant, l'objectif l'époque, c'était de voir si les banques centrales étaient elles-mêmes menacées d'être privées de leurs droits souverains pour émettre de l'argent et mettre en place des politiques monétaires. Et on a vu que les gens ont l'appétence à aller vers le numérique. Les gens veulent opter pour les MNBC et le mot numérique est très important dans les MNBC parce que quand on parle de numérique, ça peut prendre en compte les cryptos, les blockchains et ainsi de suite. Mais il y a eu l'expérience et en fin de compte, ce qui nous a un peu dérangé, c'est que les banques centrales ont avancé. Et on a l'exemple du Nigeria où la banque centrale a mis en place une monnaie numérique. Et je crois que c'est la même chose pour le Bahamas. Je veux dire qu'il faudrait voir d'abord les implications. Depuis 2018 ou 2019, la pandémie a commencé et maintenant on est en 2022. De l'eau coulée sur les ponts. Maintenant, quelle est la menace directe pour les MNBC? On a vu qu'il y a les choses ont commencé à prendre forme. Si les pays
ont des moyens de paiement nationaux ou des moyens de paiement nationaux robustes. Je ne vois pas ce que peut apporter les monnaies numériques. Ce que la monnaie numérique de banque centrale peut faire, c'est de pouvoir atténuer le passif. Maintenant, ce qui se passe avec le système de paiement, c'est que si c'est robuste, est-ce qu'on a besoin de cet aspect numérique? Le problème que les banques centrales doivent résoudre, c'est que les petits opérateurs n'ont pas besoin de pousser les systèmes parce que quand les gens ont des réclamations, les gens peuvent retourner facilement vers les banques centrales. On a parlé des MNMBC, pertinent, les plateformes de paiement mobile également, nous avons abordé des questions. Et Sina en a discuté sur l'intégration régionale. J'aimerais ramener Esther et poser cette question. Esther, comment percevez-vous toute cette multiplicité des options de paiement? Quel impact ces options ont en matière d'intégration régionale? Je crois que toutes ces discussions, nous voyons beaucoup d'opportunités avec des défis également. Nous allons donner un exemple tout simple. Mamadou, permettez-moi, vous a donné un aperçu de ce que vous faites. Et ceux qui connaissent bien Ubuntu, peut-être qu'ils peuvent aller en ligne et voir ce que Ubuntu fait. Mais comment est-ce que nous pouvons classer leur activité comme des titres, ou bien comme des produits de base, ou bien des dérivatifs, ou bien des instruments de paiement, ou bien tout? Donnez-moi une seule réponse, s'il vous plaît. C'est comme des produits et les gens peuvent faire ce qu'ils en veulent. Si nous faisons le troc, est-ce que ce n'est pas un instrument de paiement? Oui, vous avez mis une entité, on va acheter auprès de quelqu'un, vendre à quelqu'un d'autre. Mais si je prends la même transaction qu'une fois et je subdivise ça en petits morceaux, est-ce que ce ne sont pas des titres alors? Nous faisons l'innovation maintenant. Dans notre contexte, si vous achetez ça avec l'objectif de pouvoir générer des profits, alors c'est classé comme des titres. Alors, merci beaucoup. Juste pour dire que nous voulons revenir sur cette première idée. Ici, nous parlons, n'oublions pas que tous ces actifs numériques dont nous parlons peuvent avoir, peut-être classés dans une catégorie, mais peuvent se retrouver dans plusieurs catégories à la fois. Maintenant, ça veut dire quoi? Imaginez que les instruments de paiement, les actifs, les tokens, les titres, les produits de base, les produits dérivés, toutes ces choses sont sur un même marché, le marché financier, et que cela soit interconnecté avec les autres marchés. Je peux déplacer mon or du Nigeria vers quelque destination que ce soit. Cet exemple tout simple que devons-nous faire? D'une part, il nous faut, peut-être il y a des opportunités pour plus de promesses, pour simplifier les transactions, pour renforcer le marché des capitaux, créer de nouveaux types de marchés et également amener les investisseurs d'autres acteurs dans un espace auquel ils ne pourront jamais avoir accès préalablement. J'ai discuté avec M. Nesbitt hier, on était sur un panel, on parlait du pastoralisme au Kenya avec le peuple Maasai. Leur richesse, c'est dans le bétail. Donc cette idée de là où se trouve votre trésor, là où c'est votre cœur, je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que les communautés comme les Maasai peuvent digitaliser leur richesse? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Quels sont les défis lorsque nous voulons intégrer ces types d'actifs? Peut-être on a besoin de penser à la sensibilisation, on a besoin de penser à l'accès. Mais l'idée que je veux faire ressortir ici, que les actifs se retrouvent dans plusieurs catégories de produits. Quand nous avons commencé par devenir interopérables, ça va devenir difficile. Il faut réfléchir en tant qu'expert. Et nous voulons parler de l'intégration régionale. Il faut avoir
une certaine clarté en termes de réglementation, de régulation. Quel type, quelle classification dans chaque instant, quand nous avons une transaction, nous devons savoir quel type de transaction. Cela est important. Il faudrait que nous assurons que nous puissions avoir une bonne classification et c'est le travail du régulateur pour pouvoir classer ces actifs sur un marché et il y a plusieurs régulateurs qui doivent se mettre ensemble pour faire ce travail. Deuxième chose, il est important de ne pas dupliquer, éviter les doublons des cadres réglementaires. Peut-être il y a de bonnes bases en termes de cadre réglementaire, de bonnes politiques. Ce que les régulateurs doivent faire, comment renforcer ces choses pour ne pas compliquer l'environnement et rendre la tâche difficile pour les activités commerciales. L'autre point également, la même activité doit avoir une seule régulation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que le cadre réglementaire soit bien défini en fonction des actifs, les infrastructures d'appui, que ce soit du point de vue juridique, technologique, il faut y penser. Et également, comment est-ce que je peux réglementer, réguler ces actifs? Est-ce que c'est des actifs traditionnels? Comment réguler ces actifs pour promouvoir la concurrence et réduire le risque systémique? Le dernier point, à ne jamais oublier, pendant que nous voulons connecter tous les marchés, c'est le risque des crimes financiers. Comment est-ce que nous pouvons sécuriser l'espace? Sur ce, j'aimerais poser une question à Vikash, comme représentant des régulateurs sur ce panel. Je veux vous entendre vous prononcer quelles sont les étapes qui ont été déjà franchies en termes de gestion des risques. La gestion des risques avec les complexités en termes financiers que nous voulons aborder, quelles sont les mesures qui sont prises pour préparer ou bien y a-t-il des choses qui ont été déjà faites pour la gestion des risques? Si nous prenons la voie classique, nous pouvons toujours définir quels sont les risques et les risques qui sont liés aux cryptos en termes de trading, pas en termes de technologie et de la blockchain en soi, fondamentalement. Et je crois qu'il y a un risque de volatilité. Et dans la volatilité, nous avons le problème de liquidité, aussi bien que des risques de perte des capitaux par l'investisseur. C'est ainsi que je peux dire que ce n'est pas différent des autres marchés. La seule différence, c'est que quelqu'un vous donne la garantie que sur le marché des bourses de valeur, il n'y aura pas de crash boursier. Mais les régulateurs de marché veillent à ce qu'au niveau de la bourse, il y a des seuils. Si le prix de l'action dépasse un seuil, il y a des mécanismes qui sont déclenchés pour pouvoir arrêter cela. Mais nous nous retrouvons dans une situation où ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi c'est important. Et le second point, c'est la liquidité. Si vous pensez que votre actif ou crypto-actif fonctionne de cette manière, si vous décidez d'en acheter, je ne parle pas des crypto-monnaies traditionnelles, mais c'est la question à laquelle nous devons répondre. Si c'est des forces de spéculation ou bien est-ce qu'il y a des prix qui sont définis. Et nous avons également en lien avec cela l'éducation. Ici, je parle de l'éducation de toute une panoplie de personnes. L'alphabétisation, la littératie financière même des régulateurs et l'éducation financière également des opérateurs. Tout le monde doit être en adéquation et lorsqu'il y aura la volatilité, on saura que ce n'est pas la fin de l'histoire, que ça peut arriver. Mais quelles sont les raisons à cette volatilité? À l'île Maurice, on a commencé par réguler les actifs virtuels, pas seulement les crypto-monnaies, mais dans le domaine des actifs virtuels. Et lorsque nous avons commencé également avec une campagne de masse sur l'éducation de la clientèle. Et nous avons découvert
à notre étonnement qu'un certain nombre de personnes qui étaient des intermédiaires étaient en train de raconter une histoire, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils vendaient même à la population. Cela est très important. Alors, pour que le client, au bout de la chaîne, soit informé, il nous faut être transparent. Si vous parlez de ceux qui s'enrichissent du jour au lendemain, dites-leur également que vous pouvez également perdre tout du jour au lendemain. Et cela est important. Et je crois que le dernier point que je vais soulever, c'est la question qui porte sur les risques en matière de technologie. Et pour que nous puissions être en mesure de contrôler ce risque, c'est en cela que nous avons dit que les opérateurs doivent faire l'objet de régulation pour qu'ils puissent suivre les normes. Il y a des obligations également à respecter pour ces opérateurs. Donc, dans le cas de l'île Maurice, vous avez commencé par réguler les actifs virtuels. Pour les régulateurs dans la salle, y a-t-il un risque à être en rade, à ne pas commencer la régulation de ces nouveaux types d'actifs? Je crois qu'il y a deux domaines. Si vous parlez des monnaies numériques de la Banque centrale, de MNBC, je vais toujours répondre à cette question. Mais quant aux actifs virtuels, je vais partager une expérience que nous avions eue. Et cette expérience, premièrement, nous avons appelé cela, c'est la recommandation 15 du GAFI. Nous, dans tous les pays, très bientôt, nous allons faire face à cette recommandation. Nous avons été courageux pour que, au niveau de l'île Maurice, nous puissions être en conformité avec ces recommandations du GAFI. Et pour ce faire, il y a deux choses à faire. Il faut avoir la législation qui définit le cadre réglementaire des actifs virtuels. Pour ceux qui ne le savent pas, le GAFI, la recommandation 15 du GAFI, aborde la question des actifs virtuels et comment est-ce que le blanchiment de capitaux pourrait se faire dans le secteur des actifs virtuels. Alors, nous avons besoin que les régulateurs puissent savoir. Ils doivent avoir cette obligation parce que vous ne pouvez pas vous départir de la recommandation de GAFI. Vous devez agir en ce sens. Pour respecter la recommandation de GAFI, cela exige que nous puissions suivre les activités au sein de nos juridictions, suivre les activités au niveau des actifs virtuels. Il y a deux moyens de le faire. Et après, qu'est-ce qui se passera? Nous avons découvert au niveau de l'île Maurice qu'il y a des milliards de transactions en île Maurice et certains de nos concitoyens y étaient impliqués. Donc, nous n'avons pas d'option que de pouvoir définir des cadres réglementaires et peu, au moins, nous puissions les organes, les institutions de normes, leur disons que voilà ce que nous faisons et dans le cadre dans lequel nous sommes en train d'opérer à l'île Maurice. Merci beaucoup. Je vais poser une toute dernière question à Mamadou, mais j'aimerais préparer tous les panélistes, tous ceux qui sont en train de nous suivre ici ce matin. Si vous avez des questions, commencez par préparer vos questions. Madame m'a dit, vous avez 2 minutes. Nous allons ouvrir le débat et prendre quelques questions du public. Maman m'a dit, j'aimerais que vous puissiez nous donner plus de détails sur les applications de la technologie de blockchain. J'aimerais vous ramener sur le problème que je vois, le problème que nous avons, et je vais retourner un tout petit peu dans l'histoire. Personnellement, la technologie pour l'Afrique, c'est l'outil pour faire ce saut. Vous avez vu avec M-Pesa, on a quitté le téléphone fixe pour aller vers le mobile. La révolution suivante, c'est les actifs virtuels et le blockchain. J'étais impliqué au niveau de la Banque mondiale, au niveau de SFI. Je leur ai dit que autant que Internet et le mobile, le GSM, a été un mouvement d'autonomisation, la blockchain constitue un mouvement de libération. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre le fonctionnement du financier. Le problème que nous voulons régler, c'est la prospérité partagée et l'inclusion financière. Deux choses fondamentalement pour le fonctionnement de la finance. Nous avons l'asymétrie de l'information et les garanties. L'asymétrie de l'information, ça dit quoi? Je détecte qu'il y a de la valeur en quelque chose et vous voyez que ça peut monter. Moi, je dis que ça peut descendre. Alors, la question essentielle, c'est les garanties. Alors, les bitcoins ne sont pas, il n'y a pas de garantie. Alors, si nous comprenons comment l'économie africaine fonctionne, les prêteurs les plus puissants en Afrique, c'est les femmes africaines qui sont dans nos villages.
Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'ils ont le système de Tontine, comme on l'appelle, ils ont Soussou, comme on l'appelle au Ghana, ils ont Stockfast, comme on l'appelle ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont le taux de 1% de défaut quand les banques ont 30% de taux de défaut? C'est une question de confiance et de traçabilité. Je sais là où vous vivez, je connais vos parents. Il y a la passion des pères. La blockchain fonctionne de la même manière. Maintenant, si nous pouvons transformer ça en, je ne sais pas, si cela ne peut pas être transformé en garantie, les actifs en garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que banque, je n'ai pas besoin de vérifier votre voiture, vérifier votre actif. C'est sur la blockchain. Alors, au niveau de l'immobilier, je peux fractionner cela. Si vous n'avez pas 100 millions de francs CFA pour acheter votre maison, vous avez 100 francs CFA pour participer. Il y a des millions de personnes qui puissent participer au niveau de l'immobilier. C'est en cela que nous pouvons créer la prospérité partagée. Parce que la garantie est identifiée, est traçable. Les applications sont infinies. Quand nous voyons le système centralisé de financement, et c'est l'avenir, ça veut dire quoi? Toute personne peut être un prêteur. Vous avez un peu d'épargne. Ainsi, que faisons-nous? Vous gardez ça sous le matelas? Non. Vous mettez ça dans la blockchain, une plateforme décentralisée, et vous avez un peu d'intérêt. Alors, c'est une économie participative que la blockchain nous offre pour répondre à vos questions sur comment est-ce que nous pouvons y arriver et revenir sur les garanties en soi. Les garanties, je crois que nous sommes le continent la plus chanceuse en matière de garanties. Savez-vous pourquoi ces entreprises minières, et j'en ai trouvé plusieurs, ces entreprises minières, que ce soit Viva FC ou les autres, ils ont assez de grandes concessions qui ne sont même pas exploitées. Qu'est-ce qu'ils font avec ces concessions? Ils pensent qu'ils sont en train de dormir? Non, non. C'est donc pas. Vous savez où ça va? C'est des garanties pour avoir le prêt pour financer les projets que nous avons. Nous ne le savons pas. Alors, cela doit changer. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Sur ce, nous allons ouvrir le débat pour les questions au public. Oui, si vous voulez avoir plus d'informations, rencontrez Mamadou. J'ai une question à la troisième rangée. Est-ce qu'on peut lui trouver un micro? Troisième rang, s'il vous plaît. Une autre question ici. On a une main de ce côté-là et de ce côté-là aussi. OK. Thank you. Hello. Yes. Bonjour à tous. Thank you very much for this very, very healthy debate to start with. I co-lead a startup that's entirely CBDC focused. And it's probably the only one. Nos collègues a commencé, nous avons un MNBC en Afrique qui a commencé ici sur le continent africain. Je suis fasciné par le débat et ma question est celle-ci. Quand vous voyez le MNBC, il y a deux, différents domaines avec les avantages qui sont également différents. Le premier, c'est le détail. Le second, c'est la vente en gros, qui est la compensation interbanque de la Banque centrale à la Banque centrale avec des compensations et les transactions transfrontalières. Alors, les MNBC, au niveau du gros, ne perturbent rien et le tissu économique du pays, c'est seulement quand nous avons des acteurs qui sont très sophistiqués, qui sont engagés. Et j'aimerais savoir, que pensez-vous? Quelles sont les opportunités, la probabilité d'avoir les MNBC qui sont vendus en gros sur le continent? Parce que nous sommes une start-up de MNBC. Nous avons vu avec assez de plaisir le INRA, le Ghana également, le Madagascar font des avancées. Mais il n'y a pas d'autres pays sur le continent africain. Nous avons vu avec Digital Europe, avec la France pour cette expérience, mais nous n'avons pas le même élan sur le continent africain en ce qui concerne le MNBC. Merci. Les ventes en gros de MNBC. Vous êtes un régulateur, allez-y. On laisse la question au régulateur. Une partie de cette question. La MNBC, vente en gros, à mon sens, c'est la première étape pour aller vers la dernière étape du détail. L'évolution du système de paiement, tous les systèmes de paiement commencent avec les paiements en gros au niveau de la Banque centrale.
et ça descend. Et c'est ça, le RTGS. C'est le paiement en temps réel. C'est des canaux qui permettent aux banques d'avoir la compensation au niveau de la Banque centrale. Alors maintenant, nous abordons la question de MNBC. En gros, c'est une étape. En termes de concession, c'est très simple, vous l'avez dit, parce que la question qui se pose, c'est de savoir qui sont ceux qui sont impliqués. Mais la question que je pose très souvent quand nous parlons de MNBC, alors quelle partie d'approvisionnement de liquidité ou bien d'argent liquide parlons-nous? C'est très technique au niveau du jargon de la Banque centrale. Nous savons que c'est le prestataire de service d'argent et le M1, c'est M0 plus l'argent électronique. Et lorsque nous parlons de la Banque centrale et des monnaies numériques, nous sommes à l'espace de M1. Alors, la plupart de ces paiements interbancaires, ils sont au niveau M1. La seule différence, c'est qu'il y a le changement de passif de la banque centrale à la banque commerciale. Je crois que si nous parlons sérieusement de MNBC, il faut que ce soit une version électronique du M0. Sans cela, vous remarquerez que cela va retourner dans la catégorie de la banque commerciale qui a l'argent et je ne verrai aucune différence par rapport à la tentation. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Depuis 1971, le dollar est arrimé alors et nous avons le ZIP qui est utilisé comme code. Que nous ne continuons pas à avoir des fractions de ces montants bancaires, nous allons commencer à acheter. Si vous voyez la répétition de la crise financière depuis les actifs actuels, cela se répète chaque 10 ans. On a une crise financière. La Chine, la MNBC représente 20% pour acheter de l'or parce que l'ancien modèle ne fonctionne plus. Si nous devons penser à la MNBC, surtout en tant qu'Africains, nous avons besoin de repenser toutes choses. Et si vous voulez que votre monnaie expérience la dépréciation, évitez les mêmes erreurs. Je dis encore une fois, il faudrait que nous puissions voir l'actif à notre possession et que nous puissions créer un nouveau M0, M1 et nous allons continuer par bâtir là-dessus. Sinon, nous resterons pauvres pour cette génération et la génération à venir, ce qui n'est pas acceptable. Esther, vous voulez ajouter quelque chose? Je dois dire que à celui qui a posé la question, que j'ai compris que les banques centrales sont prêtes à écouter, à recevoir les bonnes idées. Vous savez, ici, nous avons une grande représentation de la Banque centrale et à cet effet où nous avons une certaine clarté absolue sur ce problème que vous voulez régler avec la solution de vente en gros de MNBC. Il faut de manière courageuse s'y engager. Moi, j'en crois à l'optimisme. C'est un continent sur lequel il y a cette soif de technologie pour régler les problèmes, que ce soit les problèmes financiers et l'inclusion financière. Soyez braves et faites votre suggestion. Nous avons une seule question, le temps pour une seule question. Oui, troisième rangée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me nomme Hassan Mahmoud. Je suis directeur de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria. Je fais partie également du groupe de travail technique pour la MNBC au Nigeria. Je crois, j'ai aimé le point soulevé, sur le point qui vient de soulever que rien n'a effectivement changé. Il est important que, et je crois, je vais vous faire une analogie, la seule raison pour laquelle vous allez à l'aéroport et monter à bord d'un avion pour aller à Londres, aux États-Unis, sans demander si le pilote a une licence pour voler. Vous montez à bord. Vous ne savez pas si le pilote peut faire voler l'avion ou non. Vous ne savez pas qui est là. Vous montez à bord et vous allez aux États-Unis. La seule raison pour laquelle vous faites cela, c'est parce que vous savez qu'il y a une régulation. Vous ne pouvez pas aller à l'aéroport dans un uniforme avec 3 étoiles et on vous permet de pouvoir passer les points de vérification, les points de contrôle et monter à bord. Il y a des procédures, il y a le cadre réglementaire. La seule raison pour laquelle vous voyez un policier ou bien un militaire qui se tient debout avec une arme et vous allez discuter avec lui, vous savez que le militaire ne va pas tirer sur vous parce que si tire sur vous, il y a une loi
que lui aussi sera tué. Et vous savez que ces lois sont mises en œuvre. Ce que je dis en substance, c'est quoi? C'est que la résistance que nous voyons au niveau de la Banque centrale pour les cryptos, d'une part, c'est un État. C'est un État. Et un État ne peut pas rester sans les structures de gouvernance. Cette évolution, cette révolution, cette tsunami s'est passée lorsque la Banque centrale ne comprenait pas de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas aller sur un domaine, dans un domaine avec un Kenyan qui pratique le marathon sans faire l'exercice à la maison. Nous n'avons pas imposé une interdiction sur la crypto-monnaie parce que ce n'est pas dans notre domaine. Mais il faudrait que nous puissions jouer dans le cadre pour protéger l'argent des déposants, ce qui est une raison louable. Et maintenant, pendant que nous sommes en train de comprendre, il y a le MNSC au Nigeria, c'est le détail. Et fondamentalement, ce que nous voulons atteindre, c'est l'inclusion financière. Et je crois que le monsieur l'a si bien dit. L'argent programmable, une fois que l'autorité fiscale puisse utiliser l'argent pour la collecte des taxes et la technologie de blockchain, nous voyons des contrats de masse qui, se font. Il y a la compréhension, l'acceptation également, mais pour que le public soit informé, les monnaies, les crypto-monnaies, ce n'est pas une monnaie. On peut appeler ça des actifs. Et la commission des bourses des valeurs également, ils sont en train de les intégrer dans leur espace également. Et voir comment cela peut marcher. Il faut apprendre les uns des autres. La technologie blockchain a été adoptée. Alors, ça ne doit pas être un combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Pas de guéguerre. Non, je ne suis pas panéliste. Vous ne pouvez pas poser de questions. Est-ce que vous ne pensez, Mamadou, je ne peux pas utiliser le Naira, le CFA, et je suis en prison. Ne pensez-vous pas que nous sommes dans la prison de nos monnaies, les problèmes que nous avons dans le système actuel en tant qu'Africains? Nous devons nous réveiller. Sur ce, merci beaucoup, parce que nous avons dépassé le temps imparti. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce débat si intéressant et les contributions du public également, de qualité du public. Alors, nous souhaitons une bonne suite de ce sommet. Merci.